Je vais vous parler un petit peu de l'entraînement en volume aujourd'hui, non pas sous l'aspect scientifique, je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi les gens font ça sous un aspect scientifique avec des pseudo-études de la neuroscience, alors que très souvent les gens ont des niveaux de formation qui sont celles d'un entraîneur, d'un coach, donc n'ont pas de formation réelle scientifique, à part les bases qu'on leur a données, qu'il est bien qu'ils essayent de répéter, mais qui ne sont pas toujours très bien comprises par les gens à qui ils parlent, donc ça ne sert pas à grand-chose, et pour éviter également certains écueils. Alors je vais vous donner des règles de base pour l'entraînement en volume, je vais vous parler de certains écueils à éviter, et je vais également m'appuyer sur dans les jours et les semaines qui viennent sur d'expériences, sur des cas réels, sur comment on procède. Je vais vous montrer des exemples d'athlètes qui vont faire l'entraînement en volume et vous montrer comment procéder. Alors avec des choix de volume pour différentes raisons. On va le faire, le test qui peut être le plus intéressant peut-être, ça va être celui qu'on va faire pour Alex. Je vais lui demander de faire un test au biceps parce que c'est son point faible. Et donc, il m'a demandé qu'on utilise cet exercice-là pour prendre de la masse musculaire, mais ça va durer des semaines, voire des mois, où on va essayer d'augmenter un peu sa masse musculaire et on va essayer de suivre avec lui ce qu'il fait à l'entraînement. Donc, vous aurez le cas d'un exemple précis pour ne pas se perdre en théorie. Alors, le premier écueil, c'est de ne pas confondre la force avec le volume. La force, c'est la capacité à produire l'effort une fois le plus élevé possible. Pour fabriquer du volume musculaire, il faut que votre corps soit forcé à fabriquer cette masse. Le corps fait tout ce qu'il peut pour s'économiser, pour dépenser le moins possible d'énergie, pour ne pas augmenter son volume, parce que quand il augmente son volume, ça implique des modifications métaboliques, ça implique des modifications importantes qu'il veut essayer d'éviter. C'est pour ça qu'on perd aussi vite de la masse quand on arrête de s'entraîner. C'est pour ça qu'il est aussi difficile de la prendre. En fait, la masse, c'est juste comment on a réussi à tricher un peu avec le corps pour l'obliger à prendre de la masse musculaire. Et donc, il y a beaucoup de gens qui pensent en faisant de la force, comme ce jeune homme que vous avez vu sur les vidéos ces derniers jours. Lui, il travaille lourd en se disant que ça va augmenter son volume musculaire. C'est pas complètement faux, ça l'augmente un peu, mais c'est pas la meilleure stratégie pour augmenter son volume musculaire. Un autre écueil que les gens ont, c'est de ne pas prendre assez de temps de repos, en pensant qu'il faut aller très vite, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas de temps de repos dans leur salle, ils veulent faire vite leur entraînement, ou ils se disent non, là j'ai récupéré, je le sens, alors que le corps ne sent rien, on ne peut pas savoir ce qui se passe sur le plan neuromusculaire. Et donc ils ne prennent pas assez de temps de repos. Donc ce qu'ils font en fait, c'est de la résistance. Et en faisant de la résistance, ils économisent leur corps pour ne pas avoir à solliciter les muscles les plus puissants, pour solliciter les fibres rapides, les plus grosses. Ces fibres rapides, les plus volumineuses, sont celles qu'on a le plus de difficultés à contracter. C'est celles qui refusent de se contracter parce qu'on n'en a pas besoin. Le corps essaye de trouver le moyen d'éviter de le faire. Donc a priori, il commence par utiliser les fibres d'endurance. À longueur de journée, quel que soit l'effort que vous fassiez, vous avez toujours les fibres d'endurance qui vont intervenir. Quand vous essayez de faire un effort très brutal, de puissance, de force immédiate, vous allez recruter partiellement certaines fibres rapides. Le corps va essayer d'éviter le plus possible de les utiliser, et de toute façon, chez la plupart des gens, quand ils ne sont pas beaucoup entraînés, ils ne savent pas vraiment les recruter, pour plein de raisons. Je ne vais pas toutes les définir, mais pour plusieurs raisons, on ne peut pas vraiment les recruter. Ils ne savent pas vraiment les engager. Et quand on essaye de trop les utiliser, on se met à utiliser le modèle de résistance, qui n'est pas le même modèle que de celui qui va provoquer du volume musculaire. Et très souvent, d'ailleurs, on se trompe sur ce terme, puisque en anglais, j'en ai déjà parlé, on utilise le terme de resistance training, et les gens ne comprennent pas qu'il s'agit d'un travail contre résistance, et prennent le travail pour de la résistance. Donc, ils diminuent les temps de repos, comme on le fait en résistance, alors qu'en fait, faisant cela, il diminue la possibilité d'intervention des fibres rapides qui doivent être fraîches pour être sollicitées.
Voilà, ça c'est les deux écueils. Ne pas prendre assez de temps de repos ou prendre trop lourd. Euh, Comment procéder? Alors, il faut éviter de se trouver sur des pourcentages très élevés, au-delà de 75-80% de ce que vous allez faire. Toute répétition provoque une prise de volume. Une répétition à 100% provoque plus de volume qu'une répétition à 50%. Le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir en faire beaucoup. Or, il faudrait plutôt essayer de compter le tonnage global que vous êtes capable d'effectuer pour vous dire que vous avez fait du volume d'entraînement. C'est un moyen de se repérer, c'est pas le moyen absolu, mais c'est un moyen de se repérer pour savoir ce que vous avez fait à l'entraînement. Essayez de compter votre tonnage. Ne croyez pas qu'il suffit de faire des séries très légères et longues pour faire du tonnage, et ne croyez pas non plus qu'il faille faire des séries très lourdes. En fait, il faut prendre assez de temps de repos, il faut prendre des temps de repos suffisamment longs. Donc on verra plus tard, ça j'expliquerai petit à petit comment procéder pour avoir ces temps de repos. Et il faut en même temps avoir des séries relativement longues avec un pourcentage conséquent. Ce pourcentage conséquent se trouve quelque part entre 50 à 60%, jusqu'à 75% pour les gens, pour les adultes, pas trop âgés, et pour les jeunes c'est également un peu différent, ils peuvent se situer un peu au-dessus, parce qu'eux, ils fabriquent de la masse quand ils bougent, en même temps qu'ils fabriquent leur force, ils construisent leur corps, normalement. Pour des adultes, il va falloir diminuer un peu ce pourcentage, se situer au-dessous de 75%, mais il faut se dire que c'est pour ça qu'on a utilisé très souvent ce modèle à 70%, qui est assez rentable, mais qui est incomplet. Alors, la première chose à faire, c'est de se dire, je vais partir par exemple à 65% et je vais progressivement augmenter. Alors, il faut utiliser cette notion de progressivité. Je vais progressivement augmenter sans diminuer mes temps de repos. Mon nombre de répétitions avec un poids donné, par exemple à 65%, et dans le même temps, sur d'autres séances, je vais augmenter l'intensité, c'est-à-dire je vais augmenter de 1%, simplement de 1%, 2%, pas plus. Je vais augmenter le poids en essayant de garder une base de répétition. Donc vous allez par exemple faire des séries de 12 à 15 répétitions à 65%, et vous devez à tout prix garder ce nombre de répétitions. Si vous diminuez votre nombre de répétitions à l'entraînement, c'est que vous êtes allé trop vite. Si vous ne pouvez pas assumer votre nombre de répétitions quand vous augmentez les poids, c'est que ça ne marche pas. Donc il faut à la fois d'un côté faire des séances dans lesquelles vous allez augmenter très progressivement, comme j'en ai déjà parlé, 0,5 répétitions, une répétition à chaque fois. 0,5, ça veut dire une répétition de plus sur une série, le même nombre de répétitions sur la série suivante. Et progressivement, de séance en séance, vous allez augmenter votre nombre de répétitions. Pendant que sur le deuxième type de séance, vous allez augmenter doucement le poids, doucement le pourcentage. Et combinant ces deux types de séances, vous allez augmenter votre volume, votre tonnage déjà, mais également votre volume musculaire, très progressivement. Ça ne marchera que pendant un temps donné. Ça ne marchera que pendant quelques temps. Et donc, après, il faudra combiner avec d'autres choses. Donc, je parlerai plus tard. Mais la première chose à faire quand vous voulez augmenter votre volume musculaire, quand vous partez de zéro, c'est de partir de ça. Il faut d'abord faire un test de votre maxi, ensuite de partir d'une base donnée, vous partez de 60%, 65%, 70%. Le pourcentage en lui-même n'a pas beaucoup d'importance, contrairement à tout ce que vous entendez. Par contre, il faut le respecter pour pouvoir le faire évoluer doucement et pour pouvoir avoir une progressivité. Voilà. Alors, j'ai parlé de deux écueils et je vous ai parlé d'une petite stratégie d'entraînement pour augmenter. Pour pouvoir calculer votre nombre de séries, pour éviter de vous retrouver en résistance et faire trop de séries, ce qu'il faut faire, c'est essayer de calculer quel nombre de séries maximales vous pouvez faire, mais pour la moyenne des gens, ça va être quelque part entre 5 à 6 séries tous les 3 jours. Si vous êtes plus âgé, ça peut être tous les 4 jours. Si vous êtes une femme, vous pouvez le faire de façon plus fréquente, vous récupérez plus vite, parce que vous allez moins solliciter votre fibre rapide et vous engagez plus vite les fibres de résistance.
Si vous êtes un jeune, vous pouvez vous permettre peut-être de faire des séances plus fréquentes, avec moins de séries, plus lourdes, et ça va aller plus vite. Pour chaque type de personne, pour chaque type d'athlète également, ça va être un tout petit peu différent. Mais ça, ce que j'essaye de vous donner, c'est une règle globale pour vous faire découvrir l'entraînement en volume. Je voudrais que vous fassiez des commentaires pour que vous puissiez à la fois critiquer et vous dire dans quelle mesure ça c'est utile, et pour qu'on puisse discuter de pourquoi tant de gens se trompent sur le volume. J'ai quelques dizaines d'années d'expérience sur l'entraînement, pas seulement sur l'entraînement personnel, mais sur le fait d'avoir entraîné des athlètes et des personnes normales pendant des dizaines d'années. Donc j'ai pu m'en servir pour expérimenter sur chacun comment on procède. Ça m'a donné une petite base, et en plus j'ai une approche où je relève systématiquement toutes mes datas, toutes mes données, ce que j'essaye de travailler pour élaborer avec des mathématiciens des modèles qui me servent à comprendre ce que l'on fait, pour m'aider à évaluer les, les volumes d'entraînement, les quantités, les performances, les tests, etc. Et d'autres choses qui sont plus complexes, mais qui sont de l'ordre du travail mathématique. Et donc, comme je n'ai pas forcément le niveau pour le faire, j'essaye de modéliser au plus possible. Et après, je demande, et je les en remercie, j'ai demandé pendant des dizaines d'années à des mathématiciens d'un très bon niveau de m'aider à évaluer ce travail. Ce n'est pas celui dont vous avez besoin pour l'instant, mais ce que j'essaye de vous dire simplement, c'est j'ai l'expérience à la fois par des expériences sur moi, sur les athlètes, sur les personnes, et à la fois une expérience un peu plus scientifique, mathématique, dans le sens où j'ai construit les données pour pouvoir évaluer ce qu'il y avait à faire de mieux. Voilà, je vous donne simplement ce petit modèle pour l'instant. Vous essayez de vous servir de ça pour construire vos entraînements, mais discutez-en, expérimentez, faites vos propres tests, ramenez-les pour qu'on puisse parler et discuter de ce qu'il y a mieux à faire. Ce dont je parlais aujourd'hui, c'est de programmes basiques pour le volume, rien d'autre, d'accord? Voilà, je vous remercie.